Même si le printemps des promesses a beaucoup de peine à nous réchauffer, nous avons tendance à ne plus croire en rien, pas même aux saisons, la vie en France vaut toujours la peine d'être vécue. Certainement, la nature y est pour beaucoup, mais les hommes, certainement aussi, y sont pour quelque chose. Par exemple, La Rochelle. Le maire de La Rochelle, que les écologistes ont baptisé le premier écologiste de France, dans la mesure où les recettes municipales sont valables sur le plan national, paraît être un candidat tout à fait présentable. Et c'est pourquoi d'ailleurs il se présente. Michel Crépeau, je voudrais vous soumettre un certain nombre de propositions dans le premier chapitre, urbanisme, logement, transport par exemple, et vous demander comment adapter ces propositions au plan national. Oui, je ne sais pas si je suis le premier écologiste de France. Ce que je veux dire, c'est qu'avec tous les amis qui m'entourent, nous avons en effet essayé, nous avons tenté, nous avons expérimenté, nous avons agi. Et c'est ça qui compte sur le plan politique. Vous avez raison de me poser une question sur l'urbanisme. C'est une question essentielle, une dimension essentielle de la politique, parce que l'urbanisme ou la politique, c'est toujours la même chose. Ce sont deux mots qui ont la même signification. C'est toujours l'éthique de la cité, la conception qu'on a de la vie dans la cité. Et c'est peut-être à partir, en changeant la ville, que l'on peut changer la vie. Et je voudrais dans ce domaine aussi, moi, faire des propositions très concrètes, vous comprenez, parce que les discours en matière d'écologie, ça ne sert à peu près à pas grand-chose, peut-être à convaincre les gens, mais ça ne suffit pas. Ce sont les actes qui témoignent. Eh bien, je vais faire des propositions concrètes. Parce qu'il m'apparaît que la qualité dans le domaine du logement et de l'urbanisme aussi, ça exige un certain nombre de moyens, ça coûte cher. Alors il faut trouver des moyens de financement. Moi j'en propose un. Je demande que l'impôt sur les plus-values soit affecté aux collectivités locales et aux offices d'HLM pour lancer une grande politique d'amélioration des conditions du logement des Français. Et que de la même manière, les prêts aux offices d'HLM deviennent non plus des prêts à 30 ans, mais des prêts à 40 ans, y compris les prêts d'ailleurs faits aux particuliers pour la construction. Ainsi, on atténuera le poids du prix du logement dans le budget des Français. Et c'est tout à fait légitime parce qu'en général, la plus-value, ça vient des efforts qui ont été faits par les collectivités locales ou par les offices. Voilà enfin, Michel Crépeau, une proposition concrète. Parlons du problème des transports en soulignant que La Rochelle est à ma connaissance la seule ville au monde, en tout cas en France, où les parcs-mètres ne soient pas autorisés. Les parcs-mètres, c'est pas du transport, encore que le stationnement, la politique du stationnement, ça fait partie des transports. Mais là aussi, tenez, je vais faire une autre proposition concrète, et j'en ai comme ça pas mal. Moi, je dis que l'on peut supprimer, si on le veut, la vignette automobile, Georges. Ça me paraît un peu démagogique, a priori. Non, non, il suffit d'affecter aux collectivités locales, si on le veut, ou tout simplement au budget de la santé, parce que la vignette c'était fait pour les vieux, le produit de la taxe sur les parcs-mètres pendant un mois. Imaginez qu'un parc-mètre, ça rapporte au minimum 1 franc de l'heure. Pour 12 heures, ça fait 12 francs, pour 10 jours, ça fait 120 francs, pour 20 jours, ça fait 240 francs. C'est à peu près le montant de la vignette pour les voitures de 5 chevaux. Et en plus, on peut dégager comme ça les sommes nécessaires pour financer la politique de développement des transports en commun, qui sera tout à fait indispensable dans la perspective d'économie d'énergie notamment, car actuellement, cette politique pour les transports en commun, elle est financée encore par l'impôt sur les salaires, le 1% sur les salaires qui sont versés par les entreprises qui ont plus de 10 salariés. Et moi, je suis toujours contre l'impôt sur les salaires. Par contre, les parcs-mètres, ce sont de fantastiques boîtes à sous qui sont mises sur la chaussée. Il y a même les tirelires Chirac à Paris, vous le savez. En tout cas, je note avec admiration que vous préconisez un impôt sur les parcs-mètres, alors que vous êtes le seul maire de France à ne pas autoriser les parcs-mètres. Il faut prendre l'argent, oui, il se trouve. Hein, il n'y a pas de miracle dans ce domaine. Il n'y a jamais de miracle en politique. Vous savez, il y a la volonté, les choix qu'on fait. Le miracle, ça n'appartient pas à la politique. Si, au moment des élections, tout le monde promet de faire des miracles. Moi, je ne promets aucun miracle. Je propose des mesures concrètes. Parlons de l'énergie. On en parle sur le plan de l'économie, surtout. Mais il faut aussi en parler sur le plan de la dépense. Et quand on pense énergie, on a tendance à penser nucléaire. Alors, le nucléaire, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Écoutez, le problème n'est pas de dire comme ça, d'ouvrir une nouvelle guerre de religion. Il y a ceux qui sont pour en disant que c'est fantastique, il y a ceux qui sont contre en disant que c'est l'apocalypse. Moi, là aussi, je demande une politique de bon sens, de mesure et de raison. D'abord, je dis qu'aucun gouvernement ne démolira les centrales nucléaires qui fonctionnent. Aucun. Et puis on ne peut pas refuser la science aussi. Mais ce qui est important, c'est que la science soit au service de l'homme et par conséquent, il est inacceptable que l'on construise plus de centrales nucléaires qu'on ne peut éliminer de déchets.
il est inacceptable que l'on vende, pour gagner de l'argent, des centrales nucléaires à n'importe qui. Parce que ces gens-là s'en serviront pour faire des bombes atomiques. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre pour les générations futures. Et puis ce que je n'accepte pas non plus, c'est que jamais, ni le Parlement français, ni les Français eux-mêmes aient été consultés sur le choix du nucléaire. Ils n'ont même pas été informés. Et cela n'est pas tolérable dans une démocratie. Nous sommes un peuple majeur, il faut rendre le pouvoir aux Français. Et puis surtout, il n'y a pas que le nucléaire, je crois qu'il y a les énergies nouvelles, répétitives, les économies d'énergie qui doivent... et la recherche, car quand on parle de science, il faut aussi parler de la recherche. C'est pas tellement l'énergie qui est le grand problème du monde de demain. Ça, c'est une vision passée. Je crois que ce qui sera la plus grande matière première pour le monde de demain, ce sera la matière grise. C'est à l'intelligence des Français et des Françaises qu'il faut faire appel si nous voulons résister aux défis du monde extérieur. Nous revenons à La Rochelle, avec plaisir, entre parenthèses. Toujours, oui. Pour mais il n'y a pas que ça, quand même. Oui. Là, on fait une politique nationale. Mais vous avez beaucoup de chance à La Rochelle, c'est un symbole, La Rochelle, parce que d'un côté, vous avez la mer, de l'autre côté, vous avez la terre. C'est-à-dire, potentiellement, toute la vie. Oui, la mer, j'attache une très grande importance à la mer, parce que la France a le deuxième domaine maritime du monde. Et là aussi, c'est un des fantastiques gaspillages auxquels se livre la droite. Je dois dire que même les autres candidats de gauche n'ont pas beaucoup notion de ce qu'est une politique maritime. Je les vois faire venir Monsieur Bompard, le commandant Cousteau. Moi, je crois qu'un homme politique, il doit sentir ça, il doit connaître ça. Moi, je vis avec les marins, vous comprenez, à La Rochelle, j'ai des pêcheurs, j'ai un port de commerce avec la Palie, j'ai même un port de plaisance. Je vis là-dedans. Vous pouvez interroger les hommes politiques, je les ai mis au défi, moi, de tirer une vache l'autre jour au salon de l'agriculture, je peux les mettre au défi de dire aux marins la différence qu'il y a entre une sole et puis une limande. Ils ne le savent pas, vous le savez, vous, Georges? Moi, je ne vois qu'une différence, c'est le prix. Le prix, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, même si ça compte. Parce qu'en effet, ils ne savent pas non plus, d'ailleurs, la différence entre un bout et une corde. Ils appellent un bout une corde, tous ces gens-là. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je défendrai les marins. Vous parlez de prix, ça compte aussi pour l'agriculture, puisque vous m'avez parlé d'agriculture. Enfin, les agriculteurs savent bien que la politique de la droite, celle de M. Chirac, celle de M. Giscard d'Estaing, a consisté à libérer les prix des produits industriels alors qu'on a taxé les prix des produits agricoles. C'est ça qui explique la diminution du revenu des agriculteurs et les grandes difficultés que connaissent nos exploitations familiales. C'est pourquoi je demande d'ailleurs que l'on revoie la politique agricole commune dans le sens d'une politique qui ne soit pas seulement une politique construite sur les prix, mais le monde rural, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est la vie à la campagne. Et là, je crois que la société française a été profondément déséquilibrée après la dernière guerre. La population a basculé à 80% de la campagne vers la ville. Eh bien, je crois que sans se lancer dans une politique de retour à la terre, on en a parlé autrefois, c'est pas du tout mon genre, je suis pas de ce bord-là, il faut retrouver de nouveaux équilibres par l'aménagement du territoire, en aidant, en encourageant aussi les initiatives dans le monde rural, car c'est un monde de relations humaines et de relations avec la nature aussi. Finalement, le lien entre le monde rural et le monde urbain, c'est la culture, forme développée de l'agriculture, la culture aussi bien du physique que du mental. Mais je crois qu'elle commence par la culture du physique, par la tête bien faite, et ça doit être le souci de tous les hommes. Une âme saine dans un corps sain, voilà encore une maxime de l'humanisme. Et puis vous savez, moi je m'intéresse beaucoup à la politique de la santé. D'abord, j'ai été le rapporteur du budget de la santé pour la commission des finances de l'Assemblée nationale. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Mme Veil à ce moment-là. Et puis je m'occupe aussi d'un hôpital de 2000 lits, l'hôpital de La Rochelle. Et moi-même, je suis allé à Cochin, là, quand j'ai eu mon accident. Je me suis rendu compte, vraiment, mais physiquement, parce qu'il faut vivre les problèmes toujours pour faire de la politique. C'est ça que c'est pas de la théorie, c'est pas les technocrates qui peuvent régler ça. La santé, ça se mesure pas seulement en chiffres. Je dis que l'humanisation des hôpitaux, par exemple, c'est un problème d'avoir du personnel, de recrutement de personnel en nombre et en qualité. C'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les hospices, pour les personnes âgées, c'est exactement la même chose. Je crois que les aides ménagères, eh bien, ça devrait être pris en charge par la sécurité sociale comme le personnel soignant. Il y a une solidarité des générations qui doit jouer. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui opposeront les jeunes aux vieux, aux personnes âgées, pas du tout.
Le seul problème, Michel Crépeau, quand on écoute vos propositions généreuses et quand on est sensible à votre enthousiasme, c'est de savoir comment aménager le temps pour vivre aussi intensément. Un temps pour l'éducation permanente, un temps pour la culture, un temps pour le sport, évidemment. C'est très important, la dimension du sport. Vous savez qu'on en parle très peu en politique, et quand on administre une ville, comme je le fais, on se rend compte de la dimension essentielle que représente le sport dans la ville, de la dimension essentielle que représente la vie associative. Eh bien là aussi, je voudrais faire une proposition concrète pour ce qui concerne les associations. Je voudrais que les gens qui donnent des subventions aux associations puissent déduire ça du montant de leurs impôts. Cela permettrait de donner un nouvel essor à la vie associative, et je crois que c'est par l'essor de la vie associative comme des collectivités locales que nous aboutirons à une transformation de la société française. Parce qu'on me parle toujours de la dimension économique, moi, dans la politique. Eh bien, bien sûr, le porte-monnaie, le portefeuille, ça compte dans la vie. Mais ce qui compte, au moins autant, eh bien, c'est le bonheur. Et d'où vient le bonheur? Ça vient de la fraternité, ça vient de l'amitié, ça vient de l'amour. C'est une dimension essentielle de la politique, parce que la politique, c'est pas une chose abstraite. C'est l'homme dans son environnement naturel. Les écologistes le disent, je le dis avec eux et je le dis avant eux. Mais c'est aussi cette dimension de la culture, de la fraternité, cette dimension de l'homme qui est la seule, la grande et la vraie priorité, c'est l'âme même du radicalisme.